Quels sont les principaux dispositifs fiscaux pour les entreprises innovantes? On en parle tout de suite avec mon invité, Chahinez Medebert, avocate fondatrice de Medebert Avocats. Chahinez, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous présenter les principaux dispositifs fiscaux pour les entreprises innovantes? Oui, bien sûr. Alors en France, on a la chance d'avoir, je dirais, un cadre institutionnel qui porte l'innovation et la recherche et développement. L'objectif est quand même que la France reste dans la course de l'innovation. On a divers dispositifs qui vont répondre à des besoins, à deux besoins principaux. Le premier d'entre eux, pour ces entreprises innovantes, c'est de faire des économies, parce que vous le savez, chaque euro dépensé idéalement est mis au service des projets de la R&D et de l'innovation. Et donc, nous avons quelques dispositifs comme le crédit d'impôt recherche, qui est le plus ancien, qui date de 1983, le crédit d'impôt innovation, qui est venu le complété en 2013. Et puis, on a le fameux statut de jeune entreprise innovante que j'appellerai JEI, qui a été aussi complété l'année dernière et étoffé. Et ces trois régimes permettent aux entreprises de faire des économies et de réduire très concrètement leurs coûts de recherche et d'innovation. Et à côté de ça, on a d'autres dispositifs qui répondent à un autre besoin, principalement celui d'attirer des capitaux et d'avoir des investisseurs qui apportent du cash, puisque les entreprises innovantes, ce n'est pas un secret, ce sont des entreprises qui brûlent du cash, qui en utilisent énormément, qui ont des besoins importants. Et donc, un des dispositifs, c'est de permettre aux investisseurs de bénéficier de réductions d'impôts quand ils investissent dans certaines entreprises, notamment des PME innovantes. Et je mentionnerai très rapidement un autre dispositif qui ne répond pas à ce besoin d'avoir plus de cash et donc d'investissement en capital, mais plutôt d'attirer des talents. Et notamment que ces talents ne partent pas outre-Atlantique, notamment. Et j'adresse particulièrement le dispositif des BSPCE, qui sont les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, qui permettent d'attirer des talents et de leur faire bénéficier d'un partage de valeur créé collectivement. Voilà. Alors, on voit qu'il y a de nombreux dispositifs fiscaux pour les entreprises innovantes. On va s'intéresser tout d'abord au statut des jeunes entreprises innovantes. Quelles sont les conditions pour obtenir ce statut? Alors, pour être JEI, alors ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas de formalisme préalable. Il n'y a pas D'accord. besoin d'un enregistrement préalable. En revanche, il y a des conditions de fonds qu'il faut remplir. Comme son nom l'indique, pour être jeune entreprise innovante, il faut être jeune. Et la jeunesse de ces entreprises est fixée à 8 ans. Donc, il faut aussi avoir une activité qui est nouvelle. Par nouvelle, j'entends une activité qui n'a pas été acquise ou issue d'une fusion, d'une restructuration. C'est une création d'activités et d'entreprises from scratch, vraiment ex nihilo. Il faut aussi, bien sûr, être assujetti à l'impôt sur les sociétés. Il faut aussi faire de la recherche et donc avoir des dépenses de recherche qui représentent une part significative dans la structure des coûts de l'entreprise qui a été fixée à 20%. Et puis, il faut aussi être indépendante, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la détention capitalistique de ces entreprises. Il ne faut pas qu'elles soient détenues à plus de 50% par des entreprises notamment. Alors, on va s'intéresser aux changements introduits par le projet de loi de finances 2025. Concrètement, quelles sont les modifications apportées par le PLF 2025 pour les entreprises innovantes? Alors, le projet de loi de finances pour 2025, je dois bien l'avouer, ne donne pas un très bon signal pour ces entreprises. En fait, on a vu ces dernières années, et c'est confirmé avec ce dernier projet de loi et cette loi de finances qui a été votée, par des réductions en fait, de ces avantages fiscaux, par un rabotage de ces dispositifs. Notamment, je parlais du CIR tout à l'heure, on a une assiette qui est réduite et donc un avantage fiscal in fine pour ces entreprises qui est réduit. Le crédit d'impôt innovation, le C2I, il est réduit également, son taux est abaissé. On a aussi des avantages en termes d'exonération d'impôts des JUI, notamment qui se sont rabotés. Donc, je dirais que la loi de finances, sans rentrer dans plus de détails, parce qu'après, on peut rentrer dans une granularité plus fine, mais crée quand même je dirais, un contexte un petit peu moins dynamique pour ces entreprises innovantes. Et on peut noter que c'est assez malheureux dans un environnement où il y a quand même une forme de course à l'innovation, notamment en matière d'intelligence artificielle. Alors, on va s'intéresser aux exonérations fiscales. Quelles sont les exonérations fiscales et sociales offertes au JEI?
Alors, quand on est une JEI et quand on est également une jeune entreprise innovante de croissance, qui est une autre catégorie qui a été créée l'année dernière, eh bien, on peut bénéficier de deux types d'exonération, de réduction, à la fois fiscale et sociale. Alors, sur le fiscal, je tiens à préciser que le régime a changé pour toutes les entreprises nouvellement créées à partir du 1er janvier 2024. D'accord. Toutes ces entreprises-là n'ont plus d'exonération fiscale. Seules en bénéficient les entreprises innovantes qui ont été créées jusqu'au 31 décembre 2023. Et dans ce cas-là, elles ont une exonération totale d'impôt sur les sociétés au titre de la première année bénéficiaire et de 50% au titre de la deuxième année bénéficiaire. Parce que ce sont des entreprises qui sont très souvent déficitaires les premières années du fait de leurs activités de recherche. Et tant qu'elles n'ont pas trouvé, entre guillemets, elles ne peuvent pas avoir des résultats fiscaux bénéficiaires. Et le deuxième volet qui pour moi est le plus essentiel et qui ne remet pas du tout en cause l'intérêt de ce dispositif, c'est l'exonération de charges sociales patronales. Cette exonération perdure, quelle que soit la date de création de l'entreprise, et elle porte sur une période de 8 ans, soit la période sur laquelle ces entreprises peuvent bénéficier de ces régimes. Alors, on va s'intéresser maintenant à un autre dispositif, ce sont les crédits d'impôt. Donc, vous les avez mentionnés, crédit d'impôt innovation et crédit d'impôt recherche. Quels sont les objectifs de ces crédits d'impôt ? Eh bien, les objectifs de ces crédits d'impôt, quand ils ont été créés, c'est de soutenir la recherche et l'innovation en France, c'est de permettre à nos entreprises françaises de rester compétitives dans cet écosystème. Ce sont des crédits d'impôt qui ont été réfléchis pour être complémentaires. Ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Donc vous avez le crédit d'impôt recherche qui porte, je dirais, davantage sur la recherche fondamentale, appliquée, le développement expérimental. Et puis vous avez le crédit d'impôt innovation, le C2I, qui lui va porter sur des travaux qui sont davantage près de la commercialisation. On va s'intéresser au développement de prototypes, d'installations pilotes, de nouveaux produits. Lui va vraiment s'intéresser au caractère de nouveauté sur un produit ou une prestation de service qui arrive sur le marché. Et donc, vous pouvez avoir des entreprises qui bénéficient sur certaines phases de leur projet du CIR et puis sur d'autres du C2I. Donc, les deux peuvent être complètement complémentaires. Et très concrètement, pourquoi ça soutient les activités d'innovation et de recherche en France ? C'est parce que ça revient pour l'État à rembourser à ces entreprises un certain pourcentage de leurs coûts de recherche. Et donc ça, c'est une aide qui est fondamentale. L'État met la main à la poche pour rembourser 30% des efforts de recherche concernant le CIR et 20% pour le C2I. Donc c'est quand même des crédits d'impôt importants. Ce sont des crédits d'impôt qui sont extrêmement importants, qui nécessitent quand même d'avoir un accompagnement, je dirais, dès le départ, puisque ce sont des crédits d'impôt qui demandent un effort financier à l'État. Et comment on peut en bénéficier ? Alors pour en bénéficier, il faut simplement faire une déclaration annuelle. Donc ça, c'est sur le plan du formalisme. Une déclaration, par exemple, en 2025 sur toutes les dépenses qui ont été faites en 2024. Et puis, il faut aussi tenir à côté de cette déclaration ce qu'on appelle un dossier technique, où on va expliquer, en respectant, je dirais, le formalisme exigé par l'administration et les textes, eh bien, pourquoi les projets, les opérations sont éligibles techniquement au dispositif de CIR et de C2I, et puis communiquer également les éléments de calcul, à la fois l'assiette, qui sert de calcul au CIR avec différentes dépenses, les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de défense de brevets par exemple, et un taux qui est appliqué. Donc je le disais tout à l'heure, 30% de ces dépenses donnent droit au crédit d'impôt recherche et 20% donnent droit au C2I. Et les entreprises, très concrètement, ont un crédit d'impôt qu'elles utilisent pour payer leur impôt sur les sociétés. Et si elles n'en payent pas ou pas assez, l'État les rembourse. D'accord. On va conclure là-dessus. Merci Chahinez Medébert. Je rappelle que vous êtes associée fondatrice de Medébert Avocats. Merci Arnaud. C'est le moment de se quitter. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.